Bonjour, je m'appelle Marc Divinet. Je suis heureux d'être avec vous à l'occasion de cette vidéo qui fait partie d'une série de vidéos sur le marketing B2B, c'est-à-dire le marketing des produits et des services destinés aux entreprises. Les 8 premières vidéos concernaient la différence entre marketing B2B et B2C. La 9e était tout à fait centrée en B2B en analysant les études, les panoramas d'études et les méthodologies d'études B2B. La 10e était sur la modélisation du processus d'achat et de la filière. La 11e était la première sur la stratégie. Elle était plutôt centrée sur le ciblage et la proposition de valeur. Et cette 12e, toujours sur la stratégie, concerne le positionnement et le business model, avec des outils que l'on va voir ensemble. Voilà, c'est parti. Donc, nous poursuivons cette analyse des décisions stratégiques et des outils qui permettent de fixer cette stratégie. On va voir des outils concernant le positionnement, des outils concernant le business model et des outils qui sont plus globaux, qui englobent des parties à la fois du positionnement, du business model, de la cible et de la proposition de valeur, qui sont les 4 décisions stratégiques que vous connaissez. Donc, qu'est-ce que c'est que le positionnement? C'est le niveau de réponse aux besoins. On a déjà fixé la proposition de valeur, mais cette proposition de valeur, elle rentre dans un cadre plus global de l'entreprise, qui est un projet qui décide par rapport aux besoins des clients comment on va se placer. Et ce besoin, on a la chance qu'il soit rationnel en B2B, il y a une logique, il y a une analyse qui est faite par un acheteur, il a consulté un certain nombre de personnes qui ont commandité cet achat, et donc il peut, lui, peut-être écrire jusqu'à un cahier des charges complet, pas forcément, sur son besoin. Et donc ce positionnement va être créé, il va être énoncé par l'intermédiaire d'une formule de marque qui est en 4 points, qui dit qui sommes-nous, qui sont nos clients, que proposons-nous et quels bénéfices nous proposons. Et donc, la réponse à ces 4 points permet d'avoir une idée claire de l'avenir de l'entreprise. On va l'exprimer comment ensuite? Eh bien, ça sera visible dans le nom de l'entreprise, la raison sociale, dans la signature de marque, qui est un petit texte, une ligne qui est en dessous du nom de l'entreprise, et également dans la mission et dans les documents qui annoncent aux clients, aux actionnaires, etc., ce que l'entreprise veut faire. Alors, je prends un exemple qui est celui sur ce camion, une entreprise qui s'appelle Carry Gently. Donc, rien qu'avec le nom de l'entreprise, on comprend ce que fait cette entreprise. Elle est dans le transport. Et quel bénéfice elle va apporter? C'est qu'en fait, elle va pouvoir transporter des choses fragiles. Et elle a une signature de marque qui n'est même pas nécessaire, puisque le nom suffit et le petit dessin également suffit. Carrying the lifeblood of your business, ça accentue également, puisqu'il s'agit du sang de l'entreprise qu'on va transporter. On voit que les trois fonctions, le dessin, le nom de l'entreprise et la signature de marque, concourent tous à un énoncement clair de ce que veut faire l'entreprise. Alors, il peut y avoir des positionnements qui sont de leaders ou d'experts, un groupe de positionnement où on va évoquer la performance, la technologie. On est le numéro 1, on est pionnier, on a les meilleures équipes de recherche. C'est assez classique quand on est leader. Il ne faut pas trop être tenté par ce positionnement-là, mais ça apporte de la sécurité. Ensuite, il y a un deuxième positionnement que j'appelle de base, dans lequel on va parler de qualité, de satisfaction, de prix, et qui est déjà extrêmement compliqué à tenir, et de solutions avec de la largeur de gamme, de la largeur de service, et de la couverture, de la présence sur une zone large du marché. C'est déjà compliqué d'atteindre ce positionnement-là. Puis, il y a un positionnement aussi fréquent en B2B qui est de la spécialisation dans un segment. Par exemple, on est spécialisé sur les PME, on est spécialisé dans la santé, on est spécialisé dans le traitement des ressources humaines, etc. Ou bien un positionnement qui paye beaucoup, qui est intéressant, qui est un positionnement sur la relation, dans lequel on s'engage à de la réactivité, à de la proximité et de la transparence pour établir une confiance. C'est certainement aussi un avenir d'être un positionné dans des promesses sur la relation, même si elles sont difficiles à tenir, mais au fur et à mesure des années, on a un vrai capital qui apparaît. Et puis, on a un positionnement axé sur les bénéfices qui est aussi très profitable. On va moins parler du produit, mais on va plus parler de l'efficacité des processus qu'on va faire gagner chez le client ou du gain de temps, etc.
Et il y a un positionnement qui apparaît en ce moment, qui est celui des valeurs, de l'éco-responsabilité ou de la solidarité. Mais il faut tenir ses promesses. C'est un positionnement qui attire beaucoup, qui attire les capitaux, qui attire les clients. Mais il faut le prouver, il faut le démontrer, il faut le mesurer, il faut montrer que tout ça, c'est un engagement qui est réel. Donc, si j'ai une baseline qui s'appelle Connected Commerce for a Connected World, qui est le baseline d'une entreprise actuellement, eh bien, on n'a pas forcément une clarté de ce que fait l'entreprise. On voit qu'on est dans le commerce, on voit qu'on est dans le high-tech, on est dans le Connected World, mais en pratique, on ne sait pas très très bien ce qu'on vend. Et en fait, c'est une société qui vend des caisses enregistreuses et des automates bancaires. Et la signature de marque mériterait d'être un petit peu clarifiée. Par contre, si on a une signature de marque et on est le leader mondial de matériaux de construction, on a un positionnement clair qui annonce de la sécurité puisqu'on est leader, mais on ne promet pas au-delà, on ne promet pas des bénéfices, on ne promet pas une réactivité ou des éléments comme ça. Donc, attention au péché d'orgueil quand on est le leader. Deuxième outil qui est très intéressant, c'est celui de la fleur des services, qui est un outil qui permet en fait d'élargir les services que l'on veut proposer. En général, on a un cœur de métier qui peut être des produits, qui peut être des services, et on a des fonctions qu'on va ajouter régulièrement, telles que l'intégration au processus du client, l'installation, la livraison. Ça, ce sont des services qui sont offerts par tout le monde. Maintenant, on a cette fleur des services qui donne des pistes d'amélioration ou d'extension de nouveaux services. Et pour cela, on a des services qui sont payants, comme les services financiers, où il y a un taux, en fait, bien entendu. On a la maîtrise d'ouvrage, où on va aider le client à gérer son projet, des services sur le site du client, des services en ligne, et beaucoup de services de personnalisation. Tous ces services sont extrêmement classiques en B2B, et ils permettent en fait vraiment d'être très profitables. Et puis, il y a des services gratuits qui sont fréquents, qui sont moins évidents, notamment par exemple celui d'avoir une communauté de clients, un forum. Il faut qu'il y ait une animation, il faut qu'il y ait un modérateur. Il peut y avoir aussi des services de pilotage qui parfois sont payants, mais la plupart du temps, on fait du reporting au client sur sa propre activité. Ça l'aide à gérer son activité et son budget. On a également un support au téléphone qui est hotline, qui n'est pas purement informatique. Et enfin, on a des services maintenant classiques, mais encore délicats à mettre en place, de e-procurement. Donc, cette fleur des services, elle permet de réfléchir et pratiquement tous ces services peuvent être proposés à des clients en B2B suivant les circonstances. Nouvel outil également, c'est la stratégie CIP qui, elle, couvre à la fois la notion de gamme et la notion de couverture, et qui est la stratégie qui permet d'identifier en fait dans quelle direction on veut y aller. Soit, par exemple, on est en pool et on veut couvrir plus de besoins pour les mêmes clients. On considère que l'acquisition des clients est un effort très important et qu'on peut tirer profit de la confiance qu'on a de ce client en ajoutant des produits successivement. On pense aussi à la matrice d'Ansoff qu'on a vue à la dernière vidéo. Et bien, typiquement, la stratégie pool est une stratégie d'extension de besoins. Le client nous ouvre les portes, on en profite et on propose plus de produits et on enrichit le portefeuille client. Également, il y a la stratégie push qui, elle, permet d'investir dans une technologie et de proposer des produits et des services qui exploitent cette technologie. Donc, on ne va pas élargir trop les produits, on va chercher à être le meilleur parce qu'on est le meilleur dans cette technologie. Donc, on voit une opposition, c'est une stratégie qui est différente. Une troisième stratégie est une stratégie extrêmement orientée B2B où on étudie un critère en fait d'efficacité que le client cherche à obtenir, qui est dans sa stratégie. Par exemple, ce client, il veut réduire les délais, ou bien il veut réduire les coûts, ou bien il veut acquérir un savoir-faire. Eh bien, c'est une stratégie où on va aider à la performance du client. Et donc, tous les produits et les services vont être dans cette direction. Ça va être des produits qui vont aider le client à réaliser ce qu'il souhaite. Quatrième type de stratégie P, c'est la stratégie price, qui est assez simple, qui est en fait de faire un produit qui est bon marché ou un service qui est bon marché et de tuer la concurrence par cette tactique-là. C'est une tactique qui peut tenir dans le temps
un certain nombre d'années, mais on ne peut pas toujours être le moins cher. Donc, ça peut être compliqué de tenir cette stratégie dans le long terme. Inversement, il y a la stratégie profit, où on élimine les produits et les clients non profitables. Donc, c'est une stratégie de sécurité financière et de survie de l'entreprise. On n'est pas obligé de couvrir tout le marché. On élimine les endroits non profitables et on réside dans une sphère dans laquelle on a une zone qui est, même si elle n'est pas forcément avec un chiffre d'affaires élevé, mais elle reste profitable. Il y a énormément d'entreprises B2B qui ne cherchent pas trop l'expansion, mais qui cherchent d'assurer l'avenir. Et enfin, la stratégie Play, c'est inverse, c'est une stratégie d'élargissement de présence où on veut couvrir le maximum du marché. On pense qu'on va gagner du chiffre d'affaires et dans le long terme, avec des produits supplémentaires, on va gagner du profit. Mais ça va être dans un sens inverse par rapport à la dernière stratégie profit. C'est une stratégie plutôt orientée chiffre d'affaires que de profit. Et donc, on a en fait un mix de stratégies CIP. On peut très bien être place et price, ça va très bien marcher ensemble. On peut très bien être performance et push, ça peut marcher également très bien. Mais on va avoir des oppositions où push et pull sont assez compliqués de mettre en place en même temps, où price et profit va être également compliqué. Ce n'est pas tout à fait la même priorité dans un cas ou dans l'autre. Donc, on a 2 ou 3 P qui, en général, s'associent assez bien, alors que d'autres qui sont plutôt en opposition. Par exemple, IBM a clairement une stratégie push. IBM cherche à exploiter un certain nombre de technologies autour de l'intelligence artificielle et les produits et les services qui ne sont plus dans cette stratégie-là sont éliminés progressivement. Et on ne cherche pas d'autres clients que cela. Et par exemple, à l'inversement, une société de services numériques qui serait locale, elle aurait peut-être tendance à avoir une stratégie pool. C'est une petite société, elle n'a pas beaucoup de commerciaux, donc elle va avoir un environnement de clientèle qui est proche, mais elle veut chercher, une fois qu'elle a acquis un client, à lui proposer le maximum de produits. C'est typiquement une stratégie classique de distributeur de VAR, qui est une stratégie pool. Et il peut très bien avoir une politique de price, pas cher, ou bien une stratégie de profit dans laquelle il va uniquement conserver des produits où il gagne bien sa vie. Autre outil, c'est évidemment, ce sont les formats de business model. Les business models, c'est les sources de chiffre d'affaires et de profit, c'est ce format. Quelles sont mes sources de chiffre d'affaires et de profit? Et il y a basiquement 5 façons de générer du chiffre d'affaires et du profit. Le premier, c'est d'être producteur du produit et du service. Donc, je suis à la source parce que je fabrique le produit et le service. Le deuxième, c'est le revendeur. Lui, son job, c'est de chercher des clients et de vendre le produit tel qu'il est là, et souvent avec une marge qui peut être très significative en B2B. Il peut multiplier par 2 par rapport à son prix d'achat. Le troisième format, c'est le distributeur à valeur ajoutée. Donc lui, il va construire une solution sur mesure, il va offrir des services de personnalisation et d'adaptation. Il a moins de clients, il a moins de chiffre d'affaires, mais par contre, quand il a une stratégie plus orientée pool, il va proposer beaucoup plus de services et il va avoir un costume sur mesure, il va construire une solution qui va être tout à fait, et il va suivre ses clients tout à fait adaptés à son besoin. Donc, il a une très bonne connaissance de ses clients pris un par un. La stratégie suivante, c'est la stratégie du loueur qui va vendre en fait un usage. Ça peut être un usage d'un produit ou bien c'est un abonnement, par exemple. Et enfin, il y a la stratégie de la plateforme multiface qui est une stratégie de mise en relation d'acheteurs et de vendeurs. Et en fait, on peut avoir tout à fait un cumul des 5 business models et la tendance en B2B, c'est de multiplier le nombre de sources de chiffre d'affaires. Tout ça, ce sont des sources de chiffre d'affaires et de profit. Et je peux très bien être un producteur à faible profit, mais un distributeur à valeur ajoutée de gros profits. Mais parce que je suis producteur, ça me permet d'être un distributeur à valeur ajoutée qui a des prix d'achat qui sont raisonnables. Donc, le business model, en fait, est une accumulation de sources différentes avec des chiffres d'affaires et des profits qui s'équilibrent les uns les autres. Donc, si je prends l'exemple de la société Saint-Gobain, eh c'est un producteur de produits, c'est un revendeur également de produits. Il y a énormément de produits qui revendent tels quels, mais c'est une société qui également a une activité de distribution à valeur ajoutée
Parce que pour un certain nombre de gros clients, ils vont proposer des solutions sur mesure, des solutions d'aménagement d'intérieur, par exemple, pour les bureaux, et qui va être attractive parce qu'ils ont cette capacité d'approfondir les besoins d'un client pris un par un avec des solutions sur mesure. Et la société Amazon, c'est une société qui est un revendeur, c'est une société qui ne fabrique pas, mais elle fait de la revente de produits tels quels, mais également elle est capable de faire une plateforme multiface puisqu'elle a des sociétés qui elles-mêmes vendent leurs produits sur la plateforme d'Amazon. Donc elle a deux sources de chiffre d'affaires, celle de revendeur et celle de plateforme multiface. Quand on a déterminé sa stratégie CIP, eh bien, on a déterminé en même temps son canal de distribution, puisque le business model et la stratégie CIP vont me permettre d'identifier si j'ai des filiales VAR, valeur ajoutée, ou bien simple revendeur. Elle va me permettre également de savoir si je vais avoir des indépendants, parce que je ne suis pas ni un revendeur ni un VAR, mais à ce moment-là, je suis juste le fabricant du produit ou du service. Et enfin, elle va me permettre de savoir si je vais avoir ma propre place de marché ou bien si je vais donner mes produits à une société qui est une place de marché qui va mettre beaucoup de fabricants ou de producteurs de services en concurrence les uns par rapport aux autres. Enfin, le dernier outil, c'est le pitch, qui permet en fait de présenter l'ensemble de l'entreprise. Ici, vous avez une version adaptée au B2B du modèle Canvas de Osterwalder. Et ce système-là montre les différents rouages de décision de marketing. Mais on va partir en fait de quoi? On va partir de deux positions qui est vers quel client on veut vendre et enfin, quelle est ma position, quel est mon positionnement par rapport aux besoins du client. Donc, à partir de ces deux décisions d'origine, je vais avoir tout le reste qui va se décliner. Puisque je vais pouvoir déterminer ma proposition de valeur à partir du positionnement et à partir des clients qui sont déterminés. Je vais déterminer également l'expérience du client, quel est le parcours qu'il va vivre dans les relations avec ma société. On verra ça dans une prochaine vidéo. On va également déterminer quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour répondre à la proposition de valeur et pour répondre à l'expérience. Et ces compétences vont me permettre de déterminer des opérations. Ces opérations vont déterminer des coûts et un chiffre d'affaires et un profit qui va être le chiffre d'affaires moins les coûts. Et dans les deux cas, coûts et chiffre d'affaires, on va déterminer si ces coûts sont récurrents ou bien s'ils sont non récurrents. Et évidemment, je vais chercher des coûts qui soient le minimum possible récurrents. Et si mon chiffre d'affaires est récurrent ou non récurrent, et là, inversement, je vais chercher du chiffre d'affaires qui est le maximum récurrent chez le même client parce qu'il a un contrat de service qui s'étale, par exemple, sur plusieurs années. Et lorsqu'on a déterminé les compétences, les opérations et on a fait des simulations, eh bien, on saura que pour certaines activités, eh bien, ce sera moi qui vais les faire et pour d'autres activités, ce sera des alliances qu'il va falloir négocier avec d'autres personnes, que ce soit en marketing, que ce soit en production, que ce soit en commercialisation. En conclusion, on voit qu'il y a de nombreux outils qui sont à disposition et l'usage des outils les uns après les autres permet de construire en fait sa stratégie et l'important, bien entendu, c'est de conserver une cohérence globale stratégique. Et donc, comme activité, ce que je vous suggère, c'est d'étudier le site d'une entreprise B2B et d'abord de voir si les bénéfices promis sont clairs, si elle a un vocabulaire qui est purement technique et produit, ou si réellement le client va comprendre les bénéfices qu'il va pouvoir tirer et qu'il va trouver de la valeur dans ce qui est proposé. Quels sont les services qu'on peut ajouter en utilisant la fleur des services? Quel est son business model? En fait, quelles sont ses sources de chiffre d'affaires? Est-ce qu'on le voit bien clairement? Et quelle est sa stratégie CIP? Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo très bientôt. Au revoir.